Oh, bonjour Eric. Salut Michel, ça Mais va? qu'est-ce que tu viens faire avec ça? La définition. Et ta porte, elle en est où? Attends, ne pars pas si vite. Tu te souviens du placement des tasseaux 3D? Le chef a justement concocté un habillage de contreparement. Au menu, recyclage des chutes de longueur, corroyage, tranchage en plaquettes de 4 mm d'épaisseur, calpinage, collage à la néoprène, arasement de finition, usinage des cuvettes pour les charnières, enrobage d'un vernis acrylique. Et, au dessert, construction du placard lui-même. On passe à table alors? Oui, mais attends, je dois poser des champlats en bordure des portes. Tu te souviens, demi-largeur? Tu les colles à la contact? Oui, c'est plus rapide. Et surtout, j'évite les temps de séchage et le tuilage des bandes dues à l'humidité de la colle blanche. Bon, avec la contact, pas besoin de presse. T'as fini maintenant? Pourquoi t'es pressé? Reste à araser les extrémités avant de passer au contreparement. Les portes mesurant 2,20 m, les plateaux de frêne 3,20 m, je trouve dans les chutes de quoi produire les lambris. Première étape, délignage. Tu commences par le cœur? Oui, justement. Quand j'ai acheté le bois, Enzo m'a livré quelques secrets. Bonjour, alors je m'appelle Enzo Lebel. On voit ici les plateaux de cœur. On voit bien que les cernes d'accroissement sont très serrées, très serrées ici. Et puis après, ils s'élargissent un petit peu plus chaque année. On compte à peu près pour le chêne un accroissement de 0,5 mm à 1 cm par an. Donc les plateaux de cœur ici ont des accroissements serrés avec des fentes qui sont facilement visibles parce que le bois est plus nerveux, plus tendu au cœur, c'est le bois du jeune âge. Ensuite, les plateaux les plus favorables pour la menuiserie, pour l'ébénisterie, à utiliser, c'est ces plateaux-là, qu'on appelle les plateaux de quartier. Il y a une plus grande surface qui est utilisable, du coup, vu qu'il y a très peu de défauts. Et en termes de travail, parce que quand le bois va sécher, les fibres elles vont se rétracter quand il va retirer de l'eau. Les planches de quartier sont celles qui vont avoir le moins de mouvement, qui vont être le plus stables une fois qu'elles sont sèches. L'idéal, ça reste de faire des petites pièces d'à peu près 15 ou 20 cm maximum, de les recouper, de les recoller, de manière à casser la fibre pour éviter que les planches ne finissent par tuiler ou par se vriller. Si on coupe, qu'on la recolle, mais en les inversant, elles vont tuiler chacune d'un côté et finalement, elles vont se tenir droites. Et du coup, comment il pousse ton arbre? Bonjour, je m'appelle Baptiste Prévost, je suis actuellement les traces d'Enzo, je fais la même formation que lui, donc la licence. Et ben du coup, l'arbre donc va s'accroître en partant du cœur vers l'extérieur. Donc au fur et à mesure que l'arbre va grandir, les cellules vont devenir ce qu'on appelle des cellules mortes, qui vont finalement faire des cellules de structure pour l'arbre. La croissance se fait de façon conique. Donc ça va être finalement des cônes qui vont se superposer les uns sur les autres au niveau de l'aubier du bois. Donc l'aubier, c'est la partie vivante, et la croissance se fait dans ce sens-là, avec les cellules vivantes ici, les cellules mortes ici. L'aubier va juste permettre de maintenir la sève du pied jusqu'en haut, et les cellules vont être poussées petit à petit vers l'extérieur. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un arbre avec une rectitude quasiment parfaite. Alors bien sûr, il faut s'adapter en fonction de la longueur des pièces qu'on veut faire, hein. Si on a un arbre qui fait 4 mètres de long et qui se courbe au bout de 3 mètres, et qu'en fait on a une pièce de 2 mètres et une pièce d'1 mètre, bah ça tombe parfaitement bien. Ça fera 2 morceaux qui seront bien droits. Ensuite, il faut faire attention aux petits nœuds, qui sont des petits ou même gros nœuds, qui sont des défauts dans le bois, hein. On appelle ça pas vraiment défaut, c'est très péjoratif, plutôt singularité. Et ça, il faut y faire attention parce que c'est des parties qui vont être retirées par les utilisateurs, les menuisiers ou les ébénistes. Quelle différence tu fais entre un plateau, disons, menuiserie et un plateau vraiment ébénisterie? Une bille ou un plateau de qualité ébénisterie n'aura absolument aucun défaut et sera bien droit. Il y aura seulement la partie cœur à retirer. Ça représente à peu près, sur on va dire un tronc qui fait 80 cm de diamètre, ça va représenter 10 ou 15 cm maximum. Donc tu commences par le cœur. Mais dans ton cas, 4 mm d'épaisseur, tu risques rien.
Mais pas si sûr, Eric. Avec le bois, on a souvent des surprises. Pour le moment, je termine en retirant l'aubier. En fait, ma raison réside ailleurs. Je veux utiliser le cœur pour sa teinte brunâtre et son veinage olivier. Une fois corroyé, l'épaisseur des plateaux cote à 39 mm. Je vais pouvoir produire des plaquettes de 4 mm chacune, conformément aux valeurs indiquées dans le projet. Et tu vas faire comment à la scie à ruban? Si cette méthode m'a déjà donné de bons résultats, notamment dans du plateau de scie peau, avec les feuillus, je me méfie. La lame a vite fait de prendre la tangente. Bon, comment tu procèdes alors? À la scie à format, Eric, avec une lame de débit. Qu'importe si elle est plus épaisse que mon ruban, je gagne en efficacité, tu vas voir. Et la protection, tu l'as oublié? Oh Eric, risque quasiment nul. Tu entailles une première passe, tu retournes de haut en bas, deuxième trait de scie, puis tu inverses, droite-gauche, et on recommence. Le diamètre de la lame ne me permet pas de tout couper. Ah, compris, il ne te reste plus qu'à finir au ruban. Avec cette méthode, Eric, j'ai beaucoup moins de pertes. En fait, la lame suit le chemin le plus court. Mais regarde, t'as des différences d'épaisseur. Mais aucun problème, de toute façon, je dois planer sur la rabot. Oui, mais avant, contrôle indispensable et répartition selon l'aspect de surface. Oh, je vois que tu as bien retenu la leçon, Eric, bravo. Avant de changer de tâche, toujours faire un check-out de la précédente. Merci, Eric. Réglage de la rabot à 4 mm et en avant les galettes de Pont-Aven. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like. Et tu vas les placer comment, tes galettes? Je fais un premier essai dans le plan vertical. Bon, t'es sûr? En effet, Eric, pas terrible le rendu. Il aurait fallu que je dispose d'un plateau entier obtenu par tranchage vertical. J'ose pas imaginer le prix. Tu devrais plutôt essayer à l'horizontale. Pas évident d'avoir un ajustement parfait. D'autant, Eric, que je ne veux pas de chanfrein entre les lames. Et si tu repassais les champs à la dégo, avec un chanfrein inversé de 2-3 degrés par exemple. Merci Eric, je vais finir par t'appeler Eric l'astuce-russe. Maintenant, calpinage des planchettes de façon à alterner partie olivier et partie frêne blanc. Décidément, la colle contact, t'aimes ça, hein? Oui Eric, étant donné la faible épaisseur, je veux éviter le tuilage dû à l'humidité de la colle blanche. N'ayant pas de presse à vide, je ne me vois pas planter une forêt de serre-joint. Bon, pas rationnel ton processus. Te voilà obligé de déligner une seconde fois. T'aurais dû attendre et tout couper en une seule passe. Pas sûr. En procédant ainsi, Eric, je vois mieux ce que je fais et surtout, la rotation de la lame fait en sorte que les dents remontent et donc n'ébrèchent pas les lambris. L'équivalent d'une double incision en somme. Oh, ça c'est pas bête. On en arrive au bout à présent. Presque, Eric. Juste à façonner les cuvettes des charnières. Ah ouais, j'allais oublier. Oh, une formalité, si on veut, car on touche au but et on doit redoubler l'attention. Pas question de recommencer. Bon, avec les coteries de Bloom, faudrait le faire exprès. Oui, à condition d'éviter les pièges. En particulier le réglage du retrait de la cuvette par rapport au champ des portes. Sans oublier le contrôle du placement des butées. Ouais, ça va mieux en le disant. Petit détail, pensez à tracer une marque de centrage afin de faciliter le repérage pour le gabarit de perçage des embases des charnières.
vu ces fissures entre les plaquettes? Oui, Eric, je sais. Je te disais qu'avec le bois, les surprises ne manquaient pas. Regarde, malgré la contact, certaines ont légèrement tuilé et d'autres ont subi un petit retrait. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Application d'une légère céruse à base d'une peinture d'impression glycéro diluée au white spirit, passée au rouleau ou bien à la brosse selon les cas. Rapidement essuyé avec un vieux t-shirt, on obtient un léger voile blanchissant. Je préfère cette méthode à celle de l'emploi d'une céruse type Luberon, plus couvrante et diluable à l'acétone, et surtout moins onéreuse. Si tu veux une teinte, alors tu fais comment? Eric, il te suffit de teinter ton mélange en fonction des effets recherchés. Et tu laisses comme ça? Non, j'applique 2 couches de finition à base d'un vernis acrylique satiné. Petite astuce, j'allonge avec une portion d'alcool ménager. Ça rend le mélange plus fluide dans le pistolet, tout en favorisant un séchage rapide. L'alcool est plus volatile que l'eau. Ah, c'est ta fameuse recette de la peinture éthylique. Par contre, pour les faces 3D, je préfère une application à la brosse. J'évite les surcharges et coulures qui risqueraient de se produire avec le pistolet. Allez, salut Michel, tu m'appelles quand tu construis le placard? Tu ne restes pas? C'est vrai, j'étais un peu long. Bon, je te préviens quand je commence le caisson. Bonsoir Eric. Et merci à tous ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Salut à tous. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!